Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cet entretien spécial consacré à la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Une des dates de référence dans l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Ouest qu'est le Bénin, c'est sans doute le lundi 1er août 1960. À Porto-Novo, la ville capitale, les Dahoméens de l'époque se réveillent avec ce message fort de la proclamation de l'indépendance du pays par Hubert Kutuku Maga, celui-là même qui deviendra par la force des choses premier président de la jeune République. Techniquement, le Dahomey venait de changer de statut. Il n'est plus colonie, mais désormais République, avec de grandes et profondes mutations qui ont jalonné son parcours. Tout le processus ayant conduit à cette accession à la souveraineté internationale est à mettre à l'actif des acteurs de plusieurs couches de notre société. Dans notre entretien d'aujourd'hui, on se propose de consulter l'histoire, de retracer et de relever la contribution des intellectuels à cette nouvelle marche que le pays a amorcée depuis le 1er août 1960. Et pour décliner les grands moments, les grands événements ayant marqué l'histoire du Bénin et surtout, l'apport de l'élite d'hier à aujourd'hui, eh bien, je reçois pour vous deux Béninois dont les profils se côtoient et se complètent. D'abord, Dr Thierry Dovonou, didacticien des sciences et technologies et membre de la commission de la rédaction de l'histoire du Bénin. Professeur Dovonou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis le professeur Bienvenu Antonio, ancien chef de département de philosophie à l'université d'Abomey-Calavi. Il est également membre du Conseil mondial du panafricanisme et président de l'agence béninoise panafricaine. Professeur Antonio, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau que nous consacrons à la célébration de ce 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Je m'en vais vous poser cette question comme ça à Dr Thierry Dovonou. Qui étions-nous et comment nous étions avant 1960? Alors, avant 1960, nous étions des Africains. C'est ça. De vrais Africains. Ayant les valeurs que nous ont léguées nos aïeux. La joie, la paix autour de nous. On ne se menait pas la guerre. Il n'y avait pas de voleurs dans les coins. Et c'est un Britannique qui l'a écrit. C'est ça. Vous dites, j'ai parcouru l'Afrique, du nord au sud. Je n'ai pas vu de voleurs. Je n'ai pas vu des gens qui s'attaquaient, qui s'entretuaient. J'ai vu des gens en paix. C'est ça. Qui étaient en joie du bord de la mer jusqu'à l'intérieur. Ils adoraient leur religion, leurs multiples dieux, et ils étaient bien dedans. C'est ça. Mais pour les dominer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser leur joie. Il faut leur enlever leur religion et leur donner d'autres religions. Et nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Alors, les choses ont évolué, n'est-ce pas? Parce que, bon, on dit de nous, nous étions Dahomey, n'est-ce pas? Les choses ont évolué, nous sommes devenus Bénin plus tard. Mais cette histoire qui entoure 1960, notamment le 1er août, on avait, je dirais, une statue, on avait un mode de fonctionnement. Après cette longue période que vous tracez, oui, vous, docteur Thierry Dovonou, on avait un mode de fonctionnement avant de venir en 1960 à la proclamation. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Et moi, j'aurais voulu que nous adoptions un plan. Oui. Lorsque nous parlons d'intellectuels, d'accord, il faut que nous parlons d'abord de ceux qui ont préparé les intellectuels, oui, dans le rôle de l'Église. D'accord. Ensuite, nous allons parler du rôle des étudiants et ensuite le rôle fondamental des syndicats. D'accord. Et lorsque nous allons brosser ces trois axes, oui, en tenant compte des différentes dates, de 1800 aux deux députés, oui, que le Bénin a envoyés au Palais Bourbon, oui, en 1945. D'accord. C'était Père Opierre et Akuti. Donc 58 plutôt. Oui. Père Opierre et Akuti. D'accord. Père Opierre et Akuti. Ensuite,
la veille des indépendants, ce qui s'est passé, ce que l'Église a fait, ce que les étudiants ont fait, et ce que les syndicats ont fait. On doit aborder ça. Et après, les indépendances, ce que chacun continue de faire. D'accord. Alors, on va évoluer avec vous, professeur bienvenu Antonio. C'est vrai, on n'aura, je dirais, pas assez de temps parce qu'il s'agit de l'histoire. Il s'agit de l'histoire après tout. Alors, en 58, c'est-à-dire les veilles de ces indépendances, quels ont été les grands événements qu'on peut retenir jusqu'à venir à ce lundi 1er août 1960 à Porto-Novo? Bien, merci, monsieur le journaliste. Je salue mon frère et collègue Douvonou Thierry, et que je rencontre pour la première fois dans un débat pareil. Mais avant 1958, l'Afrique était des royaumes. L'Afrique était des royaumes. L'Afrique n'est pas née au XVIIIe siècle. Les royaumes ne sont pas nés en Afrique au XVIIIe siècle. Depuis au XIIIe siècle, des royaumes se sont constitués. Dans le même espace, par exemple, le Dahomey. En fait, le Dahomey dont on parle, c'était localisé à Abomey, dans Homey. Mais au nord, il y avait le royaume de Kaba, qu'on connaît comme nos héros. Et au sud, vers Porto-Novo. Donc, le mot Dahomey ne s'appliquait pas alors à cet ensemble-là. Donc, chaque royauté avait ce qu'on appelle son organisation politique interne. Le roi étant ce que nous appelons aujourd'hui le président de la République, le roi n'a pas disparu. Parce que si vous allez en Belgique, c'est le roi que vous avez là-bas. Si vous allez en Royaume-Uni, au Royaume-Uni là-bas, c'est aussi un roi. Donc, l'Afrique n'était pas comme on le pensait, un primitif en fait. N'était pas un primitif comme Hegel l'aurait écrit dans Raison dans l'histoire et d'autres philosophes pour considérer que avant les navigateurs, parce que c'est ça, il ne faut pas oublier. Les gens sont partis à la découverte du monde, pensant qu'à part l'Europe, il se pourrait qu'il y ait d'autres continents. Et c'est la mer qui a été le plus souvent exploitée. Et c'est en côtoyant les continents que les gens, première opération, ils prenaient les Noirs qu'ils trouvaient comme accompagnant les esclaves avec qui on peut travailler, qui vont nous faire des travaux. Et c'est plus tard que l'esclavage s'est installé. Donc en réalité, avant 1958, l'Afrique existait bien. Et avait son organisation. Et avait ses pôles de développement. Et vous pouvez localiser des endroits où le développement de l'Afrique pouvait s'observer visiblement. Donc je donne un seul exemple, le Mali d'aujourd'hui. Dans l'histoire était l'endroit de l'Afrique le plus convoité à cause de ses richesses de sous-sol. Donc, avant 1958, j'allais même dire, à la veille des indépendances, l'Afrique était bien organisée. Nous ne pensons pas que nous sommes avec des primitifs, pas du tout. Pas du tout. Et comme l'a si bien dit Dr Thierry, la colonisation qui viendra, même avant les indépendances, a tout bouleversé. C'est ça. Voilà alors ce que je peux dire pour le moment. Donc, nous ne sommes pas dans un primitif naïf. Nous ne sommes pas avec des gens qui n'ont pas la raison. Comme le dit Hegel, c'est les gens à raison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de raison. Ils ont une intelligence qui est la leur, mais chaque intelligence est relative à son espace d'existence. Donc, nous n'allons pas nous comparer à ceux qui sont venus
explorateur pour voir comment le continent. Alors Thierry, devant nous, on ne va pas sauter pour autant des étapes en raison du temps, mais il y a bien d'étapes, pour ne pas dire de moments qu'on doit évoquer, n'est-ce pas? Les choses ont évolué, on en est arrivé à la colonisation, on en est arrivé à la phase de décolonisation et on en est arrivé plus tard et finalement à la phase des indépendances. Donc c'est ça que nous localisons dans ce périmètre géographique des années 1958. Donc je voudrais qu'on prenne, n'est-ce pas, cette période de veille des indépendances, n'est-ce pas, pour évoluer, pour dire que oui, nous avons connu 1958 à 1960, les grands événements de cette période-là, c'était quoi exactement? Oui, bon, et on ne peut pas comprendre les grands événements de cette période si on n'a pas une idée de ce qui s'est passé au moment de la colonisation. D'accord. Les prêtres. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? D'accord. C'est eux qui ont mis l'élite qui s'est révoltée plus tard. Donc, ils ont commencé pour intéresser l'Africain, ils ont mis sur pied des hôpitaux, des dispensaires pour soigner gratuitement. Ils ont ouvert les écoles primaires pour nous, en griffe, civiliser un peu. Oui. Et même, ils ont ouvert des séminaires pour former les premiers prêtres africains. D'accord. Et c'est dans ce cadre... C'est une façon de nous appâter. Voilà. Et c'est dans ce cadre que le premier prêtre béninois, Molero, a été ordonné. D'accord. En 1929. D'accord. Oui. Donc, c'était pour... Bon, il parlait d'indigénation de l'administration. Donc, il fallait installer un peu d'indigènes au niveau de certaines administrations. Oui. Donc, ils les ont formés. Mais, lorsqu'ils les ont formés, ces indigènes, à un moment donné, ont compris que quand nous prenons la devise de la France, rappelez-moi ça, puisque vous l'avez vécu longtemps là-bas, c'était quoi? Fraternité, justice, égalité. Alors, quand nous prenons la devise de la France, l'indigène, l'administrateur indigène ou l'intellectuel est formé par les prêtres, sans qu'en réalité, il n'est pas égal au blanc qui est arrivé. C'est ça. Et c'est cette lutte qu'ils ont commencé par mener, le droit à l'égalité. Ils ont commencé par mener cette lutte. Et il faut dire qu'il y a même des prêtres aussi qui faisaient cette lutte avec eux. D'accord. Si nous prenons Père Pierre, il faisait cette lutte avec eux. Mais lui, il était sous la coupole du Vatican, bien entendu. Mais il se donnait cette liberté pour soutenir les gens que l'Église avait formés, qui ont constaté que la justice qu'on pourrait leur donner n'était pas la même par rapport aux Européens, par rapport aux Blancs, qui étaient sur le territoire national. Et ce qui se passe ici, s'est passé pratiquement dans toute l'Afrique francophone. D'accord. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont eu tous leurs indépendances au même moment. Au même moment. Oui. Donc, lorsque nous prenons et ce que l'Église a fait, ce que l'Église a fait a été complété par la révolte des étudiants. Puisque lorsqu'on a formé les étudiants et les gens qui ont le CEP, etc., on les a envoyés à Dakar pour pouvoir aller continuer leurs études à Dakar. Mais ils ont compris que l'injustice ou le traitement que la France leur fait à diplôme égal avec d'autres personnes n'était pas quelque chose de normal. Et qu'il fallait finir avec ça. C'est ça qui a justifié cette révolte des étudiants. Certains ont compris qu'en réalité, la France pillait nos pays. Et comme on les a réunis, Haute-Volta, Côte d'Ivoire, etc., ils étaient tous ensemble, ils se sont passés le mot pour former un certain nombre d'associations. Mais la première association avait eu lieu plutôt avec les étudiants en France. Le doyen peut en parler beaucoup plus que moi. Ensuite, on a les syndicats. Et ce n'est même pas un Africain qui a réuni les syndicats pour la première fois. C'est un avocat trinidadien.
C'est un avocat qui les a réunis. Il s'appelle Henry Sylvester William. C'est ça. Il les a réunis en 1900 pour essayer de les conscientiser. Et malheureusement, les pays francophones n'y étaient pas trop. C'est ça. Les pays francophones, puisqu'il n'y avait pas encore une organisation en tant que telle, puisqu'ils étaient tous affiliés aux centrales et françaises. D'accord. De toute obédience, les communistes et les catholiques. Pour la plupart. Et c'est même bien après que les communistes sont venus, puisque premièrement c'était les catholiques. La centrale d'obédience catholique. Puisque vous avez dit que l'Église a fait quelque chose dans ce sens. On vous suit. Donc, lui, il les a réunis et à Manchester en 1930 pour dire, chers frères noirs, l'heure est venue pour que la décolonisation commence. C'est ça. Et ceci a été entériné par la conférence de Brazzaville en janvier 1945, je crois bien. Oui. En janvier. D'accord. Où tous les syndicats se sont retrouvés à Brazzaville. D'accord. Pour déterminer comment la lutte sera menée pour que l'Afrique puisse se libérer. C'est ainsi qu'a démarré l'opération, je dirais, de décolonisation. Merci beaucoup. Et vous allez voir les premiers grands présidents d'Afrique, ceux qui étaient les meilleurs, ceux que nous attirons aujourd'hui, c'est Sékou Touré, syndicaliste. D'accord. C'est Kwame Nkrumah, syndicaliste. C'est ça. Et c'est comme ça en Afrique noire, parce qu'ils étaient les leaders. Et ceux qui pensent que syndicats et politiques sont incompatibles, ils n'ont qu'à relire notre histoire. D'accord. Parce que c'est le syndicat qui pratiquement a libéré l'Afrique. D'accord. Ça devient très intéressant à partir de ce niveau où, professeur bienvenu Antonio, on sent qu'il y a eu plusieurs corporations, n'est-ce pas, qui se sont battues pour qu'on obtienne cette indépendance. Donc aujourd'hui, c'est de bonne guerre quand on sent que ces différentes corporations, ces différentes couches de notre société, chacun tire le drap de son côté. C'est grâce à nous que nous avons obtenu l'indépendance. C'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Alors, la part réelle, je dirais, des intellectuels, c'était quoi pour qu'on arrive au 1er août 1960 à Porto-Novo? Bon, d'abord, je vais simplement compléter un peu. Compléter ce que disait le professeur Dr Dongonou. Un complément documentaire. Les premiers intellectuels réels du Bénin, du Dahomey, qui se soulevaient déjà, qui susurraient les idées d'indépendance, on avait Louis Rounkari. D'accord. 1885-1963. Nous avons Kojo Tovalou Kenom, de son vrai nom après baptisé Marc Tovalou Kenom, du 18e de la même génération que Alain, Louis Rounkari. On a aussi Alain. Est-ce que vous voyez, il y a d'autres noms comme ça, mais les noms saillants qu'on peut vous donner avant 1958, là, les Tovalou, tout ça là, les Rounkari étaient à l'avant-garde en fait. Est-ce que vous voyez? Mais l'histoire n'en parle pas suffisamment. Mais plus loin, le premier État noir qui a demandé, enfin qui a acquis son indépendance avec beaucoup de sang coulé, c'est l'ancien Saint-Domingue colonial qui est devenu Haïti aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Sous le 1er janvier 1804, c'était le premier État noir. Un prolongement de l'esclavage en Afrique, en fait, vers là-bas, vers l'océan Indien, là-bas. Bon, vous voyez, là, il y a ça. Mais avant, l'histoire est quand même têtue. C'est depuis le 24 août 1791 que la cérémonie du bois caïman, où tous les esclaves qui s'identifiaient de leur origine, je suis béninois, enfin dahoméen, congolais, togolais, par une cérémonie présidée par la prêtresse Fatimata, qui a, comment je vais dire, enfoncé un couteau dans le flanc du porc, et à partir de là, ils ont tous fait un pacte de sang, et on ne se présentera plus sous notre identité de départ, d'origine,
mais on sera simplement des Africains. D'accord. Et c'est là où la lutte a commencé. D'accord. Comme C'est-à-dire que c'est un précurseur. pacte qui annulait en quelque sorte des frontières. Et maintenant, pour pouvoir affronter l'esclavagiste, Oui, l'ennemi pour commun pouvoir de avoir l'époque qui maintenant était l'indépendance. Et voulant se libérer, ils ont libéré en même temps Saint-Domingue qui était le premier État noir indépendant. D'accord. Maintenant, donc, aujourd'hui, les intellectuels d'avant 1958, Oui. est-ce que vous voyez, c'est ce dont a parlé docteur Devonou tout à l'heure. Est-ce que vous voyez, il y a... Bon, moi je vais mettre un peu une parenthèse. D'accord. Le fait de mettre l'Église catholique, etc. D'accord. Parce que c'était une valeur. Oui. Moi je prends ça sur le plan culturel, en D'accord. réalité. D'accord. Et aussi, je vais peut-être pas excuser, Oui. mais je vais quand même comprendre que l'Africain de ces périodes-là n'avait pas l'intelligence de l'occupant qui est venu d'ailleurs. D'accord. L'occupant qui est venu d'ailleurs avait son plan bien délimité. Mais nous n'avons pas les infrastructures. Nous n'avions pas les cadres qui puissaient, le plus souvent, c'est les Dossu-Yovo, c'est-à-dire ceux qui sont les interprètes du Oui. blanc qui était arrivé, D'accord. dont le nom s'appelait Dossu-Yovo, qui interprétait ce que le blanc, l'envahisseur oui. disait au roi. D'accord. Et en retour, c'est lui qui traduisait. Oui, ce que le roi disait aux Blancs. Voilà. D'accord. Donc, ces intellectuels, en réalité, n'avaient pas une force de frappe pour l'indépendance en tant que telle. Au contraire, ils étaient des commis D'accord. au service du Yovo, D'accord. de l'envahisseur. D'accord. Bien. Donc, ceci a viré un peu lorsque les premiers cadres qui ont été formés dans les écoles catholiques, dans les écoles religieuses, Oui. en l'occurrence l'école catholique, qui, comme l'a dit le docteur Devonou, ont été envoyés à Saint-Louis pour approfondir la connaissance, c'est là où, n'est-ce pas, l'éveil de la conscience africaine Oui. est né chez certains. Et c'est là où je suis d'accord avec docteur Devonou pour dire, c'est parmi ces commis Oui. que des gens qui se sentaient lésés par le fait que quand même on nous a formés, on a les mêmes diplômes, on n'a pas les mêmes considérations, c'est-à-dire on nous réserve toujours la part de sous-hommes, Oui. nous autres revenus africains. Mais c'est là où les ronchonnements, les grognes ont commencé. D'accord. Appuyés maintenant par tous ces Africains Oui. qui ont été faire leurs études en France, Oui. l'UGED, la FEANF, tout ça, dont le professeur Nora Aguessi, de regretter mémoire, était président. Le magistrat doyen Yononfon, et j'oublie son prénom, Yononfon de Tinclair, qui était médiateur de la République. Il était ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice d'alors Oui. était, est-ce que vous voyez, même Albert Thévoy dirait, Oui. voilà les premiers étudiants de la FEANF, de l'UGED, qui ont vraiment impulsé maintenant la revendication de l'indépendance. D'accord. Ce n'est pas sans affronter aussi la résistance africaine Ah, de ces intellectuels pro-occidentaux, Oui. et Marx peau noire, ou bien Marx noir peau blanche, je ne sais D'accord. plus le titre de ce roman-là. Voilà où nous jouons tout en étant des Noirs, D'accord. des Européens, la peau blanche, quoi. D'accord. Et c'est à cette catégorie que cette catégorie a été le premier obstacle que ces organisations des jeunes intellectuels Oui. étudiants qui vont plus tard intervenir vraiment de façon qui a amené d'ailleurs la grève de 1968, D'accord. parce que ce n'était pas là. On les a tous virés chez eux pour avoir la paix. D'accord. Mais là, ça a été vraiment la voie ouverte maintenant pour aller vers les indépendances. D'accord. Alors, professeur Thierry Devonou, on va avancer un peu, n'est-ce pas, pour arriver à 1960, parce que vous avez décrit, il fallait, je dirais, les représentants dahoméens, n'est-ce pas, comment dire, au niveau de la France, pour en quelque sorte négocier, pour ne pas dire marchander cette indépendance-là. À cela va s'ajouter ou vont s'ajouter d'autres intellectuels qui étaient restés sur le territoire et faire le travail. Alors, comment les choses se sont déroulées pour qu'on vienne dire que oui, 1er août 1960, nous sommes indépendants. Je dirais, dans cette séquence-là, parce que l'histoire est têtue, mais elle est bien longue. Oui. Bon, je remercie le professeur pour avoir complété ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui.
Et je voudrais d'abord, puisque il y a quelque chose que nous oublions souvent, c'est que lorsque vous n'avez pas conscience, que une situation doit changer, vous ne pouvez pas demander votre indépendance. Vous ne pouvez pas. Oui. Et tout à l'heure, il a parlé d'Haïti. Et moi, j'ai parlé de 1900. Si. J'ai parlé du mouvement que le Trinidadien a initié. Trinidad n'est pas très loin d'Haïti. Donc, en réalité, il y a eu un élément déclencheur. Ce qui a déclenché, ce qui a montré aux Africains leur africanité et surtout a aiguisé leur conscience, puisque nous n'allons jamais dire que les Africains ne sont pas intelligents ni n'ont pas conscience. Mais ce qui a aiguisé leur conscience, c'était ces mouvements qui venaient de l'Amérique. D'accord. Des mouvements organisés par des Noirs. D'accord. Et lorsque cet avocat est décédé, William Dubois l'a remplacé. Et c'est dans ce cadre que le premier congrès des syndicalistes a eu lieu en janvier à Brazzaville, 1944. Donc, le mouvement fondateur de la révolte au niveau des syndicats, puisque en réalité, si nous ne comprenons pas la chose, le colonisateur, il était ici pourquoi? Pour nous piller, amener en France. C'est ça. Et il y avait les rails, qui étaient des outils qu'il utilisait. Il y avait les mines, etc. Qui travaillent dans les mines, qui ont saigné dans les mines. Ce sont nos frères noirs. D'accord. Conseillers. Même pour les routes, les travaux forcés, ce sont eux. Donc, lorsqu'ils ont pris conscience qu'en réalité, leur travail ne profite pas à leur pays, et qu'on leur a fait comprendre ça à Brazzaville, chacun est allé chez lui pour dire maintenant, il faut que nous ayons notre indépendance. D'accord. Mais l'Église qui les a formés, est-ce que l'indépendance telle qu'eux ils le demandaient, est-ce que c'est ça que l'Église voulait? Je ne peux pas juger. D'accord. Ce qui est sûr, l'administration coloniale ne voulait pas l'indépendance. Naturellement. Il fallait faire un forcing. Et si à un moment donné, l'Église jouait le rôle de tampon, pour qu'il n'y ait pas crash, qu'il n'y ait pas massacre. Voyez. Et c'est toujours d'autres intellectuels qui le faisaient. Le colon lui montait ce que le professeur a appelé noir. Comment vous l'avez dit? Masque blanc, pour voir. Pour faire ce que... pour s'opposer aux indépendantistes. Donc c'est ça. Donc le premier problème, c'était qu'il fallait prendre conscience. Et quand vous prenez conscience, il faut se saisir des outils politiques. Et comment prendre les outils politiques? Il faut aller à l'Assemblée nationale, en griffe, au Palais Bourbon. D'accord. Pour essayer de parler au nom de son peuple. D'accord. C'est ce qui s'est passé où, et je crois en 1958, le Bénin avait envoyé deux de ses représentants au Palais Bourbon, et à la personne de Souroumiga Kuti et le père Pierre. C'est ça. Oui, d'accord. D'accord. Et ils sont en train de faire la prise en main de l'outil politique. La Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, etc. aussi ont envoyé. Et c'est avec synergie de l'ensemble de ces pays qu'on a vu 1960. C'est ça. Bien entendu, la Guinée s'est détachée. D'accord. Depuis 1958 avec Sékou Touré. Voilà, puisque un syndicaliste ne mange pas ce plat-là. Le plat que voulait lui servir, il n'allait pas manger. D'accord. Et c'est ça, nous, notre... Ou quelqu'un disait même, ou bien l'indépendance, on la fait pas, on l'obtient par la révolution, ou rien. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, c'est ça. D'accord, professeur, bienvenue Antonio. On est un peu, je dirais, installé dans ce qui a, dans les mouvements ou les événements qui ont eu lieu bien avant les indépendances. Maintenant que nous sommes venus aux indépendances, c'est-à-dire à partir de 1960, quelles ont été de votre observation de l'évolution du Bénin? Parce qu'aujourd'hui nous parlons de 64 ans d'indépendance. Quels ont été les grands événements, pour ne pas dire les grandes mutations que le pays a connues exactement?
C'est une vaste question. Ah ouais. Parce qu'elle peut tenir aussi la durée de l'émission. Parce qu'en réalité, entre 60 Oui. et la grande révolution Oui. dahoméenne 72. de 1972, il y a beaucoup de coups d'État. D'accord. Donc on s'installe donc la première décennie qui a suivi Ce l'indépendance. n'est que des coups d'État tous les ans, tous les 2 ans, tous les 2 ans et demi, même une semaine aussi, etc. D'accord. C'était vraiment un On désordre. dit de nous qu'on a connu le président de 24. Là, la question peut être déjà posée. Mais devant ce désordre entre griffes, Oui. mais les intellectuels ont réagi comment? Quel intellectuel profane, civil, de haut niveau, a pu dire, nous, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. C'est ça. Et pourtant, on avait déjà une Assemblée nationale Oui. où on pouvait déjà poser ce problème. C'est une Assemblée nationale, il faut le préciser, avec des têtes non négligeables. Bon, de toute façon, et le problème était quoi aussi? Il y avait la lutte de leadership. Quelle région de Dahomey va être nommée tête de liste? C'est important de le dire. C'est ça. Si Biabigou, le professeur Biabigou avait été ici, c'est lui qui aurait pu nous raconter toutes les transactions entre Akwiti, Surumiga, Akwiti, Aromadegbe, On a eu des jusqu'à ce difficultés que à harmoniser la disponibilité ce que- du professeur Léon Bani Biabigou. vous voyez que les imprévus sont toujours dans l'existence Effectivement, humaine. sinon qu'il était vraiment partie prenante, Voilà. partant, j'allais dire, pour cette émission. C'est justement ce tiraillement à la recherche d'un leadership qui a fini par... ça a fini... Enfin, qui a fait que, voilà, qui a fait que c'est le président Hubert Maga Oui, qui a lu le texte des indépendances à Porte-Novo. c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, la trahison entre les hommes politiques ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Depuis la veille des indépendances, qui va prendre le pouvoir était là. D'accord. Donc, il y avait la guerre de leadership Oui. et on était fraîchement... enfin, c'était fraîchement l'installation de la nouvelle bourgeoisie, D'accord. de la bourgeoisie locale. Oui, oui. Donc, Les questions d'adaptation se sont voilà, posées à on des veut moments être donnés. comme l'autre, le blanc, le colonisateur, Oui, oui. et on veut vivre comme lui, etc. Oui. Donc, au lieu de prendre le bon bout, tout le monde a pris le mauvais bout. Oui, Ça veut dire justement, on a voulu imiter oui. l'Occident, D'accord. l'Européen, le Français. Oui. Le seul qui aurait pu éclairer tout le monde, mais malheureusement, qui n'a éclairé personne, et qui s'est éclairé lui-même, c'était Sékou Touré, C'est ça. qui était sûr pour pouvoir être indépendant. D'accord. Est-ce que- Mais néanmoins, dans cette période de 60 jusqu'à 1972 au Bénin, D'accord. mais il y a quand même de grands regroupements Oui. où on voulait maintenant assainir les indépendances. C'est-à-dire, on voulait vraiment que l'Afrique soit vraiment indépendante. D'accord. C'est là où le mouvement que le docteur Devonou venait de citer, par Marcus Garvey, tout ça là, Oui. jusqu'à ce que ça impliquait Kwame Nkrumah. C'est le D'accord. seul en Afrique pour les conférences de Brazzaville, conférences de Londres, etc. Oui. Où en fait, le tout n'était pas joué avec prenez l'indépendance, comme l'a dit De Gaulle en 58. Vous voulez l'indépendance, on va vous la donner avec ses problèmes. Oui. Est-ce que vous voyez? D'accord. Alors du coup, qui veulent être indépendants en restant dans la communauté française, Oui. ou qui veut quitter carrément la communauté française, être indépendant immédiatement? C'est ça. C'est là où le seul qui a dit je m'en vais tout de suite Oui. s'appelait Sékou Touré. Sékou Touré de la Guinée. Alors, professeur Devonou, n'est-ce pas, les 10 premières années qui ont suivi les indépendances, il y a eu suffisamment d'agitation, des événements qui ont marqué, c'était les coups d'État, c'était les différents coups d'État. Est-ce à dire qu'on a eu des problèmes à s'adapter, il y a eu manque d'expérience, l'élite n'a pas pu, je dirais, ajuster les choses et qu'il fallait l'armée pour régulièrement intervenir? Merci beaucoup. Bon, je voudrais donner une petite précision d'abord. Retenons que dans l'armée,
nous avons de très grands intellectuels. Ouais. Ce n'est pas les civils seuls qui sont des intellectuels. Effectivement. On a de très très grands intellectuels. Et je voudrais que, de la même façon que nous avons coupé, on a séquencé nos périodes, Oui. qu'on séquence également les périodes. D'accord. 60 Oui. à 72. À 72, oui. On est dans cette séquence. 72 à 90, 88, 90. Oui. Et 90 après la conférence. Oui, à peut-être à nos jours. D'accord, nous sommes dans la première Alors, séquence, nous sommes 60 dans la à première 72. tranche. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu? Hmm. D'abord, remarquons que le Bénin a eu son indépendance Oui. sans concerter les autres pays de concert de l'entente. C'était déjà un handicap pour nous. Il n'y avait pas eu concertation avec les autres pays du concert de l'entente. Or, c'était un regroupement. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Chez nous, enfants, on dit et le port pas moins noir. Et le port pas moins noir. Et lui n'est puissant tout seul. C'est pour ça qu'ils ont vu qu'il fallait mettre sur pied. Et l'entente là que nous avons portée à l'époque au Conseil de l'entente nous a amené jusqu'à aujourd'hui. Puis il y avait des outils qu'on a mis sur pied à travers les rails, la route, etc. etc. C'est ça. Mais on ne s'était pas entendu avec eux pour dire voilà comment nous on va le faire. Parce qu'ils voulaient s'entendre pour le faire. Alors, donc, c'était déjà une difficulté, Un premier problème. un premier problème pour nous qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et à l'interne. Avec toutes les difficultés, avec l'Interland, le Mali, le Niger. D'accord. Les difficultés. Le deuxième problème, Oui. c'est que les premiers qui étaient là, il a parlé de problèmes de leadership. Ça nous caractérise au Bénin. C'est ça. Ancien d'armée. Le problème de leadership. Qui, c'est moi. L'autre disait, on nous a dit d'aller dans une chambre pour venir, pour choisir un président. Nous sortons avec 3 présidents. On a vu ça où? C'est ça. C'est dans cette période Oui. où chacun, suivant son ethnie, il a dit que la colonisation a préparé, Oui. parce qu'en réalité, il y a des ethnies qui ne se font pas cadeau au Bénin ici. Oui. Et on connaît les raisons. Je ne vais pas appeler les ethnies, mais il y en a quand ils vont dans des régions, on dit décharger l'eau. Décharger l'eau veut dire enlever lui sa tête. Oui. Les gens gardent l'histoire. Et cette histoire, il faut que nous essayions de nous pardonner les uns les autres. Avant qu'on remette l'histoire dans les livres et qu'on se pardonne les uns les autres. D'accord. Du nord au sud, on se pardonne pour dire ils avaient fait ça, mais aujourd'hui ils ne feront plus ça. D'accord. Donc, il y a ça. Donc, ces problèmes étant, l'un dit c'est moi, l'autre dit c'est moi. Lorsque il y a difficulté à se séparer, c'est eux-mêmes qui vont chercher les militaires au camp. D'accord. Les militaires n'ont jamais dit je vais prendre le pouvoir. Mais c'est eux qui disent bon, toi tu as les armes, viens le coffrer pour moi. Et parfois, quand ils viennent, quand Kérékou est venu, il a pris toi, il les a mis au bail. C'est tout. D'accord. Et qu'on explique aux jeunes, pour dire, c'est parce que la gouvernance des civils pose problème que de 1960 à 72, Oui. les coups d'État Il y a eu étaient- cette série de coups il y a d'État. cette série de coups d'État. Il n'y a pas autre chose. On les a Et donné parfois, l'enfant malade de l'Afrique. Oui, vous parlez même de l'Assemblée. L'Assemblée était pratiquement une caisse de résonance. Parce que, quand je prends par exemple un problème de géopolitique Oui. qui s'était posé, le Biafra, au temps de Gowon, Oui. le Bénin n'avait pas à servir de base arrière à une troupe quelconque C'est ça. pour transporter des armes vers le Nigeria. Mais malheureusement, sans consulter même l'Assemblée, ils l'ont fait. C'est ça. Ils l'ont fait. Et le Nigeria, quand même, c'est une puissance régionale. Il n'a pas pardonné à ceux qui ont fait. Le Nigeria n'a pas pardonné. D'accord. Tout Donc, cela, ça veut dire tout que cela a contribué il faut selon prendre vous, l'environnement. à cette Voilà. instabilité. qu'on a- L'instabilité était due au fait qu'on ne s'entendait pas, Oui. des problèmes ethniques se posaient. L'instabilité était du fait que parfois notre voisin puissant Oui. de l'Est, on voulait l'enquiquiner un peu. Oui. Et là,
on va ramasser. Ça agit sur nous-mêmes. Ça agit sur nous. Alors, professeur, bienvenue, Antonio. On n'a pas refait la phase 72. Il faut faire la phase 72. Voilà, c'est cette phase que je voudrais qu'on commence par aborder. Voilà. Parce que je sais qu'à toutes les phases, n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses à dire, mais on a la dictature. Voilà. Alors, professeur, bienvenue, Antonio, en 72, ou 26 octobre 72. Donc, vient Mathieu Kérékou, n'est-ce pas, qui vient casser tout, pour ne pas dire mettre fin, je dirais, aux différents coups d'État qu'on a connus depuis 1963, parce que les premiers coups d'État ont commencé à partir de 1963. Alors, de 72 à cette veille de la conférence nationale de 90, les grandes mutations, c'est quoi? Avec, je dirais, l'accompagnement, que ce soit la contribution ou le silence, il faut le souligner, des intellectuels. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'avoir posé ce problème. La période qu'il est important d'étudier fondamentalement, c'est de 72 à 89. Voilà, je dirais à la veille de la conférence. Que pouvait un intellectuel en ce moment-là? Rien. Ah bon? Parce que c'était la grande révolution. C'était la dictature. Pourquoi? N'oubliez pas qu'il y avait les blocs. Oui. Et quand quelqu'un est venu au pouvoir, c'était clair dans sa tête. C'était le marxisme-léninisme. Oui. Et encore, étant marxiste moi-même, c'est qu'on galvaude le concept marxisme. Être marxiste ne veut pas dire qu'on est négativiste, qu'on est dictateur, qu'on est tranchant, enfin, coupeur de tête. Non. C'est ça. C'est une philosophie, en fait, de Karl Marx. D'accord. Mais qui prend en compte la lutte, enfin, l'analyse de la société dans son développement industriel. Kérékou a fait l'option de tourner le dos à l'Occident et de serrer la main à l'Asie, à l'Union soviétique. D'accord. À l'Union soviétique. D'où les bourses soviétiques coulaient, étaient à flot en ce moment-là. D'accord. Tous ceux de ma génération pratiquement, tous ont été, que ce soit militaires ou civils, ont trouvé des bourses, ont eu des bourses soviétiques pour aller. Est-ce que vous voyez? Et je me rappelais quand ils venaient avec des appareils photo, et j'ai oublié Zénith, voilà, et on achetait ça à 15 000, on devenait des photographes ambulants. Ça, c'est une parenthèse que je refais. Donc, comme vous le dites, l'histoire était tuée. Oui, à partir de ce moment-là, c'était une main de fer dans un gant de velours. Et Kérékou s'était imposé. Les âmes étaient là. Et il avait une direction. C'est le marxisme-léninisme. Est-ce que vous voyez? Comme philosophie de développement. C'était clair dans sa tête. Et tous étaient des militaires. Mais ça a commencé par chavirer quand? Quand le JMR s'est ouvert aux civils. JMR, groupement militaire révolutionnaire. Et c'est là où ça a encore tourné au vinaigre. C'est ça. N'oubliez pas qu'en tout temps, il y a eu la chute du mur de Berlin qui a cassé immédiatement et affaibli le bloc de l'Est. L'Occident n'est pas sans être en dessous. Parce que, regardez, je comprends bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est la nostalgie du fait qu'on veut quitter. Enfin, on ne veut plus d'unidirectionnel. C'est-à-dire cette idéologie Occident. Non, les gens sont fatigués. Maintenant, ils veulent sortir de là. Mais sortir de là, il faut qu'ils aient des renforts. D'où la renaissance, le réveil, qui revient de l'Est aussi, avec la présence de l'Union soviétique aujourd'hui en Afrique. Et sur ce plan, je peux dire, faisons un peu attention. N'allons pas rapidement en besogne. Est-ce que vous voyez? Parce que l'Afrique doit trouver ses marques. Et, ironie du sort, en 1972 jusqu'en 89, c'est la catastrophe a été réellement pas l'œuvre des militaires, mais c'est l'œuvre des civils eux-mêmes qui se trahissaient. Voilà, moi je voudrais m'arrêter là. Qu'est-ce que les intellectuels ont fait durant, je dirais, ces années-là, de 72 à 80 à 89, cette avant-veille de la conférence nationale de 90? Alors, bon, moi, je suis contemporain de ça. Et je peux dire que nous avons encore trois acteurs. L'Église catholique, et les étudiants,
et les syndicats. D'accord. Ou eux, une centrale D'accord. syndicale. L'UNSTD et l'UNSTB après. D'accord. Alors, l'Église catholique, à l'avènement de la Révolution, avait été dépossédée de presque tous ses biens. C'est ça. Je ne sais pas si le doyen se rappelle. Oui. Il n'était pas très content de la Révolution. C'est ça. Il C'est n'était pas vrai. très content. C'est vrai. Ouais. Ensuite, les étudiants, Oui. ils étaient les plus heureux parce que c'est la jeunesse. Ouais. Ils étaient heureux. Et au niveau des syndicats? Les syndicats, les travailleurs étaient aussi heureux D'accord. parce que la révolution est un mouvement de masse. Voilà. C'est un mouvement de masse. Et c'est la première fois dans l'histoire de notre pays où les gens ont conscience qu'ils ont un pays à développer. C'est ça. C'est la première fois. Il fallait chacun contribuer. Oui, que chacun contribue. D'où les slogans Philippe Podium Yabiba, Tu es Dolio. Biasou, Comptons sur cette force. D'accord. comptons sur ses profs. Oh, oui. Comme aujourd'hui au Burkina. Donc, il y avait l'engouement populaire. Mais c'est sans compter avec ceux du bloc de l'Ouest. Oui. Parce que nous sommes dans un monde divisé en deux blocs. Et nous, comme le Cuba, on a commis le péché de nous allier parmi les non-alliés. Voilà. C'était notre... Si bien que le régime Kérékou avait des ennemis à l'intérieur, qu'on appelait les valets locaux, et le procureur demandait, valets locaux, le fait 4 ans. Et il y avait l'extérieur C'est ça. qui devait l'asphyxier. Pour moi, la révolution n'a pas échoué, en réalité. D'accord. Mais la révolution a été asphyxiée. Et c'est normal, parce que les révolutionnaires n'avaient pas prévu ce paramètre-là. D'accord. Qui est intervenu? Ah, Le choc exogène. d'accord. Voilà. Ils n'avaient pas prévu comme Castro. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé. Oui. Sinon, c'était de très bons. Surtout les militaires, moi, je les adule. Je ne sais pas si c'est parce que mon papa est militaire. Je les adule. Peut-être que ça vous aide. Le premier clash. Le mien là aussi. Le premier clash qui est entré dedans. Oui. Parce qu'à un moment donné, la révolution a mangé ses enfants. 1975. C'est-à-dire? Le doyen, c'est de qui on parle. Aïe Tréma. AIP. C'est tout. D'accord. Ah non, moi j'aime pas dire Aïe Tréma. D'accord. Oui. Donc, Et tu as achevé. lorsque Oui. il a mangé son enfant, le pays est divisé en deux. D'accord. Et ceux qui cherchaient que le régime tombe, Oui. s'y sont mis. On commençait pas à travailler dans On commençait pas à travailler. D'accord. Alors, le 90, oui. Le 1er janvier 1977, D'accord. qui est une continuation de 1975. D'accord. Et après 1977, on a eu tout ce qu'on a eu D'accord. jusqu'en Jusqu'à 1980, 80. où le pays a été totalement asphyxié et se était retrouvé en cessation de paiement Oui. Crise économique généralisée. généralisée. Parce que les intellectuels n'avaient pas prévu, puisque le professeur a dit tout à l'heure, lorsqu'on a mis les intellectuels dedans, ça c'est allé dans tout. Mais il y avait de très bons intellectuels. Pensez-vous qu'à un moment donné, professeur Bienvenu Antonio, que les intellectuels ont échoué quelque part? Parce que oui, vous l'avez souligné, que dans la période révolutionnaire, n'est-ce pas, ils ne pouvaient pratiquement rien. Ils ne peuvent pas... Parce que Oui. contre au silence. D'accord. Parce que tu veux parler. Un intellectuel ne peut pas parler comme un vendeur de... Donc, en vérité, ils n'ont pas échoué pour autant. Ils n'avaient pas les moyens, qu'il fallait pour faire face... D'accord, pour faire face au régime, et du coup, au pouvoir. Tout le monde disait, mais qui ira vendre sa vie, pourquoi? D'accord. Parce que celui qui était en face avait tout le pouvoir de faire de vous ce que vous voulez. Malheureusement, je dis bien malheureusement, et la liberté d'expression Oui. était étouffée complètement. D'accord. Est-ce que vous voyez, paix à son âme, un de mes professeurs d'alors se révoltait toujours contre ça, c'est François Dozou, qui disait, mais vraiment,
On a envie de parler, mais on ne peut pas parler. D'accord. Donc, ça veut dire que le régime au pouvoir, en son temps, n'est-ce pas, mettait en position de faiblesse tous ceux-là qui avaient une autre lecture de sa façon de faire. Le général Kérékou l'a dit. La révolution n'est pas un dîner de gala. Voilà. C'est pas un jeu d'enfant. C'est pas un jeu d'enfant. Il faut s'amuser. Dans les intellectuels, on avait ce qu'on appelle aujourd'hui les agents d'influence du pays que vous connaissez. C'était des agents d'influence. C'est ça. Et regardez, c'est-à-dire, regardez vers l'Est. D'accord. Pour voir d'où venait l'avion du 1er janvier. La France-Afrique. Mais lorsque je sais que tu es en connivence, malheureusement, le Bénin a enterré son histoire. Malheureusement. De cette époque-là, on a enterré. Puis il n'y a pas beaucoup d'écrits. Et je pense que grâce au professeur Abiola et peut-être au gouvernement, on sortira l'histoire. On va épouser l'histoire. Oui, alors on va évoluer très rapidement parce que le temps qui, par leurs propos, étaient des contre-révolutionnaires, ne pouvaient pas être tolérés pour parler. D'accord. Alors, professeur, bienvenue Antonio. On revient maintenant au carrefour de 1990, à cette période de la conférence nationale qui vient bouleverser tout, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a pu obtenir concrètement et qui peut rester comme acquis aujourd'hui? Parce que nous sommes aux dernières minutes, je dirais, de nos échanges. Merci beaucoup, merci. Ceux qui se moquent de la conférence vive des forces de la nation n'ont rien compris à l'histoire. C'est ça. Kérékou a posé un acte très fort en réunissant en un seul endroit toutes les contradictions qui existent. Oui. Mais un seul a pu sauver cette rencontre nationale du nord au sud. De regretter mémoire, c'est le professeur Paulin Rotondi. C'est ça. Qui dit, attention, si notre assemblée ici n'est pas souveraine, nous ne ferons rien. C'est ça. Défendons d'abord la souveraineté de notre assemblée. De la conférence en question. Ce qui a fait que lorsque j'étais plus dans le pays un peu en ce moment-là, Monseigneur s'est rendu chez Kérékou pour aller négocier la souveraineté. Et depuis 8 heures, il paraît que jusqu'à 0 heure, il n'était pas encore revenu. Oui. Et à Hôtel PLM Alédio. Mais les gens s'interrogeaient. Il a tué là. Bon, moi, j'écoutais ça de là-bas, je n'étais pas là. Mais lorsqu'il est revenu, il dit à demain. D'accord. Il paraît que le lendemain, quand Kérékou est venu, après avoir écouté les uns et des autres, dans son petit discours d'1 minute, il dit la conférence est souveraine. Ah oui. S'il n'y a pas de souveraineté, c'est ça. Dans une cette souveraineté de la conférence a donné une certaine puissance. Justement, c'est ça, je dirais, à l'Assemblée en question. C'est ça justement ce qu'il faut acclamer. Parce que du coup, un nouvel ordre s'est installé tout de suite. Et de ce nouvel ordre-là, naquit le Premier ministre d'alors, son Excellence, président Nicéphore Soglo. Est-ce que vous voyez? Devenu plus tard président de la République. Là, il a fait un effort louable. Parce qu'au moins, il a régularisé toutes les situations possibles. Mais ça ne pouvait pas être autrement pour lui. Parce que il était commis à cette tâche-là. Voilà, le Dahomey vient de tourner, enfin le Bénin, pardon, vient de tourner la page de son histoire. Sombre de son histoire avec l'entrée dans la démocratie. C'est-à-dire le multipartisme. Voilà, en réalité. Donc c'est un don. Donc aujourd'hui, s'il faut mesurer aujourd'hui par rapport à la conférence des forces vives de la nation, je crois que c'est d'autres pays qui utilisent les avantages des forces de ce modèle du Bénin. Sauf le Bénin. Sauf le Bénin lui-même. Voilà. D'accord, on vous écoute. Ce serait sans doute votre mot de conclusion parce que le temps est vraiment parti. Donc, en complément à ce que disait M. Antonio, nous avons toujours les 3 acteurs. D'accord. L'Église catholique, que moi je félicite. D'accord. Parce que l'Église a joué un rôle important, capital. D'accord. À empêcher qu'il y ait crash. Et comme vous le soulignez, à l'intérieur de cette même église catholique, il y a toujours des intellectuels. Il y a toujours des intellectuels. Chez les syndicats, il y a toujours des intellectuels. Dans les étudiants, les étudiants. Et troisièmement, les syndicats. C'est ça. Puis c'est eux qui ne percevaient pas le salaire. Oui, les travailleurs en question.
Et malheureusement, Kérékou avait dit que la révolution n'est pas née sur le campus et ne mourra pas sur le campus. Malheureusement, la révolution était décédée sur le campus. Puisque c'était nous à l'époque. Nous, on était déjà sur le campus. En 88-89. On était déjà là. Nous étions les meneurs. Avec les Soudji et autres là. On était là-bas. Donc, la conférence nationale, moi, ce qui a suivi, je ne peux pas dire que c'est totalement une réussite pour notre pays. En tout cas, ce sont les décisions prises qui constituent un problème ou bien leur mise en œuvre. Leur mise en œuvre. Les décisions étaient de bonnes décisions, mais leur mise en œuvre. Et surtout à travers les élections où on a arraché la conscience d'appartenance à notre peuple. C'est ça. Parce que à partir de 90, nous n'avons plus une conscience d'appartenance à un pays. Pour dire, les élections, j'y vais, je vote pour un projet. Mais j'y vais parce que je vais prendre de l'argent. Malheureusement. Et c'est ça qui a permis au militantisme de disparaître. C'est ce que moi j'appelle l'effet secondaire de la conférence nationale. Allez, on va... Et encore que les politiques, toujours au problème de leadership, le pays a stagné. C'est ça. En matière d'infrastructure, en matière de progrès social, ça a stagné. Et peut-être ça s'améliore même un peu maintenant. Bon, il est vrai, beaucoup ne sont pas contents, mais on peut dire que ça s'améliore. Allez, on va s'offrir un autre plateau et je vais vraiment pouvoir, je vais devoir compter sur votre disponibilité, n'est-ce pas, pour nous accompagner. Et ce serait votre conclusion. En toute chose, comme un ouvrage que l'ancien président de l'Assemblée, Maître Adrien Oubedji, il n'a de richesse que d'homme. Malheureusement, cette valeur intrinsèque qui doit être au milieu de toutes nos activités, de toutes nos actions, de toutes nos réformes, est passée au second plan. Il va une homme de qualité. Ce qui fait que, n'est-ce pas, l'homme est devenu victime de l'homme. Homo omni lupus est, comme l'a dit le latin, l'homme est un loup pour l'homme, au lieu d'être le sauveur de l'homme. Merci. Alors, il y a une commission, je voudrais que vous prononciez un peu de mots, cette commission de rédaction de l'histoire du Bénin dont vous êtes membre. Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Vous savez, un peuple qui ignore son histoire est un peuple sans âme. C'est ça. Et il est indispensable que cette histoire soit écrite. Et nous remercions son initiateur, le professeur François Abiola. Parce que moi, en tant que didacticien, j'attends de pied ferme cette histoire pour qu'on l'intègre dans les livres scolaires. Allez, pour cette thématique, je sens que nous avons vraiment beaucoup de choses à dire. Il s'agit quand même de l'histoire. Les pages à feuilleter sont nombreuses. Le contenu également est vaste, n'est-ce pas? Mais on va mettre un point final à cette émission, en tout cas pour ce numéro, et se donner rendez-vous une prochaine fois. Merci à vous qui vous êtes montré disponible. Vous, docteur Thierry Dovonou, je rappelle, vous êtes didacticien des sciences et technologies, de même que membre de la commission de la rédaction de l'histoire du Bénin. Et professeur, bienvenue Antonio, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ancien chef de département de philosophie à l'université d'Abomey-Calavi, vous êtes membre du Conseil mondial du panafricanisme et président de l'agence béninoise panafricaine. Merci de vous être montré disponible, vous accompagner, n'est-ce pas, avec la richesse de vos explications. Mesdames, Messieurs, on se donne rendez-vous plus tard. L'information continue sur Canal 3 Bénin.